La BCEAO à la recherche des comptes dits dormants, un ultimatum de 6 mois lancé avant le transfert des fonds. Les explications d'Adama Koné dans quelques instants. Un vieillard perd la vie dans un incendie qui a fait beaucoup de dégâts matériels, plusieurs maisons détruites. C'est au quartier Colombie, dans la commune de Cocody. Aujourd'hui, les tabous constituent un frein pour limiter la progression de l'épidémie d'Ebola. La maladie a déjà fait 467 morts en Guinée, au Libéria et en Sierra Leone. Il est 13h à Abidjan. Bienvenue à tous. Dans quelques heures, la finale du Mondial 2014. Sur la pelouse de Rio de Janeiro, l'Allemagne va affronter l'Argentine et ce sera sous le coup de 19h. Hier déjà, pour ce qui constituait la finale des perdants, les Pays-Bas ont crucifié le Brésil 3-0. Les Pays-Bas terminent donc à la 3e place. Dimanche Magazine reçoit pour vous le secrétaire général d'une institution dont on ne parle pas assez. Il s'agit de la Cour d'arbitrage de Côte d'Ivoire. Bonjour, monsieur le secrétaire général. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Nous allons tout à l'heure échanger avec vous. Mais avant, feuilletons quelques pages de l'actualité nationale. Commençons déjà par le retour à Abidjan du Premier ministre après une mission à Londres. Le chef du gouvernement y était pour la mobilisation de 250 milliards de francs CFA. Daniel Kablan-Duncan est revenu avec de bonnes nouvelles, nous dit Léon Bro. C'est à 18h30 ce samedi que le Premier ministre Daniel Kablan-Duncan est arrivé à Abidjan après une semaine d'absence. Il revient de Londres en Angleterre après un séjour à New York aux États-Unis où il a conduit une mission économique dans le cadre du roadshow, c'est-à-dire dans le cadre des emprunts que la Côte d'Ivoire lance sur le marché international pour la mobilisation de 500 millions de dollars, soit environ 250 milliards de francs CFA. On a eu la note de Moody's, on attend la note de Fitch. Je pense que pour une première entrée sur le marché international, après 10 années de crise, je crois qu'on commence très bien. Je pense que la communauté internationale salue les efforts très importants menés par le président de la République. Et concernant donc les réformes à la fois structurelles et sectorielles, vous savez que la plupart des codes ont été revus positivement, que ce soit le code en matière d'investissement, le code minier, le code au niveau donc, des télécommunications, etc., etc. Donc il y a eu beaucoup de réformes. Vraiment, la Côte d'Ivoire est très positivement perçue à l'extérieur. Nous en sommes heureux puisque les participations ont dépassé toute espérance. On aura tous les résultats là bientôt et je pense qu'à ce moment-là, les commentaires pourront se faire. Une semaine, le temps fixé par le chef du gouvernement pour un compte rendu complet du roadshow, la mission économique se poursuivant toujours à Boston et Los Angeles, aux États-Unis d'Amérique. Toujours dans l'actualité économique, pendant 6 mois, les banques de l'Union économique et monétaire ouest-africaine seront à la recherche des titulaires des comptes dits dormants. Au bout de cette période, ces banques seront obligées de mobiliser des avoirs de ces comptes pour la BCEAO. Adama Koné nous en dit plus. Un compte bancaire qui n'a subi aucune intervention ou mouvement de la part de son titulaire ou de ses ayants droit pendant 10 ans présente les caractéristiques d'un compte dormant. La Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest, BCEAO, est déterminée à faire le ménage au niveau de ses avoirs. Elle vient de donner l'ordre aux banques de l'espace UEMOA de rechercher les titulaires de ces comptes par tous les moyens. Après 6 mois de recherche, si le titulaire d'un compte silencieux depuis 10 ans n'est pas retrouvé, alors la banque est priée de transférer les fonds dans les livres de la BCEAO. En Côte d'Ivoire, en décembre 2013, le gouvernement avait déjà dévancé la BCEAO en lançant une opération de recherche et de localisation des propriétaires de 800 000 comptes inactifs dans la zone UEMOA. Ces comptes ouverts par les nationaux ivoiriens totalisent un montant de 62 milliards de francs CFA. L'opération de la BCEAO ne concerne pas les comptes soumis à une surveillance particulière du fait d'une décision de justice ou de l'administration. Les dépôts à terme ou comptes bloqués d'une durée de 8 ans ou moins et les comptes ayant un montant de moins de 20 000 francs CFA.
Et vous le savez, dans le domaine de l'éducation, Kandia Camara est désormais la nouvelle présidente de la conférence des ministres de l'Éducation nationale et des États et gouvernements de la francophonie. Conférence qui a pris fin hier. Information essentielle à retenir. Des défis restent à relever pour mettre le système éducatif dans l'espace francophone sur les rails. Eve Boué et Franck Wadio. Au terme du huis clos de la 56e session ministérielle de la conférence des ministres de l'éducation des États et gouvernements de la francophonie, il ressort que les systèmes éducatifs francophones doivent subir des réformes pour l'atteinte des objectifs de l'éducation inclusive et de qualité pour tous. Les ministres s'engagent à faire des réformes transformationnelles, qui signifie que si on veut amener de plus en plus de la qualité à l'école, donner la chance à presque tous les enfants qui vont à l'école de réussir, il faut des réformes en profondeur de nos systèmes éducatifs actuels. Nous avons mis l'accent sur l'accès, mais nous avons aussi dit, et c'est là, je pense que c'est ce qu'il faut retenir de cette session, nous avons dit qu'il faut lier à l'accès la qualité. Parce qu'une chose est d'accroître l'accès à l'éducation, une chose est de faire en sorte que tous les enfants soient scolarisés, mais une autre chose est de leur donner une éducation de qualité. Des décisions conditionnées par une autonomie financière, un plaidoyer alors à l'endroit des décideurs et des gouvernements pour qu'une part du PIB soit investie dans l'éducation. Les ministres ont proposé de considérer que chaque État puisse au moins accorder 6 ou 8% du PIB du pays, donc le PIB sur le produit intérieur brut. La 56e session ministérielle de la Confémène a planché sur l'éducation inclusive et de qualité pour tous, défis, priorités et perspectives pour l'après 2015. La prochaine session aura lieu au Gabon dans 2 ans. Les pluies diluviennes qui se sont abattues sur le territoire national ces derniers jours ont fait une vingtaine de morts. Ces pluies ont aussi fait d'énormes dégâts matériels. Dans la sous-préfecture de Songon, 1300 hectares de plantations de bananes ont été envahis par les eaux. Hier, le ministre de l'Agriculture, Mamadou Sangafoua Coulibaly, est allé constater les dégâts et apporter le soutien du gouvernement aux entreprises. 2000 emplois seraient menacés, nous dit Francis Boifo. 1300 hectares de plantations de bananes dessert inondées, soit un quart des superficies nationales des plantations de bananes, communément appelées bananes douces. Conséquence des pluies diluviennes qui se sont abattues sur Nieki en juin dernier dans la sous-préfecture de Songon, district d'Abidjan. Ce samedi, le ministre de l'Agriculture Mamadou Sangafoua Coulibaly est allé constater l'ampleur des dégâts. Ça va faire à peu près 80 000 tonnes de bananes en moins pour l'export. C'est presque le quart de la production ivoirienne qui a disparu tout d'un coup. Avec ces inondations, ce sont 2000 emplois qui sont menacés. À la rencontre qu'il a eue avec les responsables des sociétés de plantation et les employés, le ministre de l'Agriculture leur a traduit la compassion du gouvernement avant d'apprécier le niveau d'inondation. Ce à quoi vous faites face est loin d'être une adversité. C'est une catastrophe naturelle. Pour Mamadou Sangafoua Coulibaly, il y a urgence à soutenir la filière banane. La Côte d'Ivoire est passée premier producteur et exportateur africain de bananes dessert en 2013 avec 300 000 tonnes. Au nom du président de la République et du chef du gouvernement, rassurez les employés de toute la filière pour dire que vous devez rester serein. Le gouvernement fera en sorte qu'aucun emploi ne soit remis en cause. Aux responsables des sociétés de bananes, le gouvernement d'Alassane Ouattara trouvera les moyens pour relever cette filière et la remettre sur pied. Le ministre de l'Agriculture sollicite par ailleurs l'aide des bailleurs de fonds dans le cadre de la restauration des 1300 hectares de bananeraies inondés.
Et justement, les pluies diluviennes de ces derniers jours, l'on ne cessera jamais d'en parler, tant les dégâts matériels et humains sont énormes. À Abobo, la Croix-Rouge de Côte d'Ivoire et le Lions Club apportent donc leur soutien aux victimes de la saison des pluies. Ces deux structures œuvrant dans le domaine de l'humanitaire ont offert des vivres et non-vivres aux populations sinistrées, valeur 10 millions de francs CFA. Grâce Kando pour plus de détails. Les pluies diluviennes qui s'abattent sur le district d'Abidjan ces derniers temps causent de nombreux dégâts. Pertes en vie humaine, maisons effondrées, personnes sinistrées et d'importants dégâts matériels. Au regard de ce triste tableau, la Croix-Rouge Côte d'Ivoire et le Lions Club apportent leur soutien avec des vivres et non-vivres aux victimes de la commune d'Abobo. La Croix-Rouge et le Lions, nous menons le même combat. Le combat qui est d'aider les personnes vulnérables, sans distinction d'ethnie, de race, de religion. C'est notre façon à nous d'apporter notre soutien aux populations sinistrées. Nous avons tenu vraiment à venir en appui aux populations sinistrées parce que les gens ont tout perdu, les maisons même ont été complètement envahies. Ce sont plus de 500 ménages des quartiers Anokwa 3 Extension, Anokwa Kouté, Étage Noir, Belleville et Abobo Baoulé qui bénéficient de ces dons estimés à plus de 10 millions de francs CFA. Et que ces gens de gestes arrivent le plus souvent pour aider les familles qui sont dans le besoin. La Croix-Rouge et le Lions Club, ces deux structures œuvrant dans le domaine de l'humanitaire, n'entendent pas s'arrêter là. D'autres dons en faveur des victimes des pluies diluviennes dans d'autres communes sont prévus dans les prochains jours. À Grand Laou, c'est la société de distribution d'eau de Côte d'Ivoire qui a rendu visite aux sinistrés les mains chargées de dons. Après donc le soutien du gouvernement, cette société a offert entre autres 200 sacs de riz, 30 cartons de savon, 50 cartons d'eau minérale et 30 cartons d'huile. On fait le point avec Éric Goré et Franck Quadio. Les victimes des récentes pluies soulagées par la société de distribution d'eau de Côte d'Ivoire dans la commune de Grand Laou. Matérialisation du don des vivres pour permettre à ces familles de faire face aux réalités quotidiennes. La solution de ça, il permet à la population de rester debout et de pouvoir se refonder. Donc c'est une action salvatrice que nous saluons. Nous souhaitons que ce soit renouvelé dans la mesure du possible pour que la population d'ici ait de quoi vivre. C'est une aide qui va apporter beaucoup. Parce qu'actuellement tout est inondé, les gens ne peuvent pas aller au champ, ils ne peuvent rien faire, il y en a qui ne peuvent même pas sortir de leur localité. Donc je crois que ce don va leur permettre de vivre pendant un moment en attendant que l'eau descende. À la réception du don, le premier magistrat de la commune, Djahajan. L'assurance est faite, les dons seront acheminés aux ayants droit. Nous voyons ce don de cette grande entreprise comme une action de solidarité qui va dans le même sens que c'est déjà initié par le chef de l'État et son gouvernement qui font mains et pieds pour essayer de trouver une solution à cette situation de catastrophe nationale que nous connaissons. Signalons que de nombreux dégâts ont été causés par les pluies diluviennes à Grand Laou, faisant plus de 200 déplacés. Et ici à Abidjan, un incendie s'est déclaré hier en milieu d'après-midi au quartier Colombie, dans la commune de Cocody-les-Deux-Plateaux. Un incendie qui a causé d'énormes dégâts matériels, plusieurs centaines d'habitations détruites. Pire, l'incendie a fait une victime. Un vieillard a péri sous les flammes. Le constat de Franck Quadio. 700 mètres carrés, voire plus d'habitations parties en fumée. Des habitants qui tentent de sauver ce qu'ils peuvent des décombres. C'est ce qui reste après cet incendie qui s'est déclaré à Colombie, quartier précaire de la commune de Cocody, ce samedi en milieu d'après-midi. On était au travail, on a été alertés par les voisins qui nous ont dit que le quartier était en feu. On a couru, on est arrivé, les pompiers sont arrivés, il était déjà trop tard. Ils ont pu quand même circoncire le feu, mais tout était déjà parti en fumée. Sur les lieux, un décor d'apocalypse. Des baraques encore fumantes et une victime, un vieil homme décédé des suites de ces brûlures. L'origine du feu, pas connue, mais il aurait été propagé par l'explosion d'une bouteille de gaz, selon les témoins sur place, ce qui n'a pas facilité la tâche des sapeurs-pompiers. L'accès n'est pas aisé, avec nos engins lourds, c'est dur d'arriver sur place. Et puis on a eu une difficulté au niveau de l'eau aussi. Nos citernes ne contiennent pas beaucoup d'eau, et puis pour pouvoir aller chercher de l'eau encore, c'est tout un parcours.
À l'heure où nous quittions les lieux, les recherches se poursuivaient encore pour mieux situer sur les circonstances du sinistre. Journée de planting d'arbres à Korogo, journée initiée par la direction régionale des eaux et forêts de Korogo, occasion de sensibiliser les populations sur les bienfaits de la forêt et les impliquer dans la reconstitution du couvert forestier. Thérèse Tapeyoboé pour plus de détails. La lutte contre la déforestation se poursuit. La direction régionale des eaux et forêts de Korogo vient d'initier des journées de planting d'arbres dans les départements de Ferkessédougou et de Boundiali. Dans le département de Ferkessédougou, c'est le village de Lameka qui a reçu les responsables des eaux et forêts. Ils ont expliqué aux populations le rôle que joue la forêt et pourquoi reboiser. La forêt joue un rôle dans la pluviométrie. La forêt permet à la pluie de tomber comme on le dit. Nous sommes dans le nord, nous avons comme engin essentiellement des motos. Il en est de même des véhicules diesel que nous utilisons. Ces véhicules et ces motos dégagent des gaz qui ne sont pas bien pour notre santé. Et c'est cette forêt qui permet de purifier ce gaz qui est dégagé par toutes ces motos et tous ces véhicules. Au nom du district des Savanes, le commandant Ntaye a souhaité l'intervention du ministère des Eaux et Forêts afin que des moyens soient dégagés pour la réalisation de reboisement. En attendant, du matériel d'entretien de parcelles a été offert aux populations. Ces actions ont pour but de permettre à la Côte d'Ivoire de relever son taux de couverture végétale à 20%. Avant le village de Lameka, les responsables de la direction régionale des eaux et forêts étaient dans le département de Boundiali, précisément dans le village de Tombougou, où les populations ont été sensibilisées à la préservation de la forêt. Atelier de l'Intercoton sur la relance de la culture attelée dans la filière coton. Il s'agissait de valider le cahier des charges de prestation des services, cahier des charges relatif à la fourniture du matériel agricole, des pièces détachées, des bœufs de trait et des produits vétérinaires. Reportage Brema Doumbia, commentaire Kader Sogodogo. Le projet de poursuite de la relance de la culture attelée PPRCA s'inscrit dans la politique de l'État de Côte d'Ivoire et du ministère de l'Agriculture, expérimenté dans le cadre du programme national d'investissement agricole PNIA. L'objectif de cet atelier de Boaké est de valider le projet des cahiers des charges de fourniture du matériel agricole, des pièces détachées, des bœufs de trait et des produits vétérinaires au titre du PPRCA. Il s'agit donc d'accompagner la réorganisation du financement de la culture attelée, appelée à se pérenniser par Intercoton. C'est un programme qui a été déjà financé par l'Union européenne à travers la culture attelée pour améliorer la productivité au niveau des producteurs de coton et vivriers. Et je pense que c'est le deuxième volet qui a été confié à l'interprofession que nous allons piloter maintenant, qui est de 2 milliards de francs CFA, où la seule différence est cette fois-ci la filière, les acteurs payent une partie et puis l'Union européenne finance la plus grande. Donc l'Union européenne finance plus de 1,3 milliard sur ce programme et la filière aura financé 700 millions pour ce programme. Au terme de cet atelier de 2 jours, la quarantaine de participants ciblés devra produire un document consensuel de référence pour les parties prenantes du projet. Côte d'Ivoire Transition Initiative est un programme de sortie de crise pour pallier les difficultés d'enregistrement à l'état civil occasionnées par la crise ivoirienne. Il consiste au renforcement des capacités des agents de l'état civil. Ce programme a été expérimenté dans 5 communes. L'UVICOSI, l'Union des villes et communes de Côte d'Ivoire, vient d'organiser un atelier autour des résultats de ce programme. Les explications de Léon Brou. Des propositions pour améliorer les services de l'état civil en Côte d'Ivoire, sécurisation des documents pour en limiter la dégradation, renforcement des capacités des agents de l'état civil, etc. Ces recommandations sanctionnent les 3 jours de travaux dans le cadre des réflexions initiées par l'UVICOSI, l'Union des villes et communes de Côte d'Ivoire. Objectif, partager avec les acteurs gouvernementaux, la société civile et les bailleurs de fonds l'expérience acquise de la phase pilote du programme Côte d'Ivoire Transition Initiative, en abrégé CITI,
Un programme pour lever les obstacles à l'établissement d'actes administratifs dans les mairies du fait de la crise survenue la décennie dernière. Les chiffres qui nous ont été donnés par l'Éducation nationale nous incitent à faire en sorte que le maximum d'Ivoiriens puissent disposer des extraits de naissance ou des jugements supplétifs. Et cela pour appuyer le gouvernement dans sa lutte contre l'apatridie. L'état civil est pour nos circonscriptions ce que le lait représente pour le nouveau-né. Cette métaphore nous donne une idée de l'immensité des besoins à satisfaire et de la dimension de nos responsabilités individuelles et collectives face à l'urgence et à la nécessité de repositionner l'état civil ivoirien sur l'échiquier international. Pour sa phase pilote, le CITI a été déployé dans 5 communes, Diokwe, Divo, Boaké, Korogo, Yopougon, et le nombre de documents administratifs délivrés par les services de l'état civil dans ces localités aux premières heures de la sortie de crise a triplé à ce jour. Et dans le domaine de la sécurité, l'ambassade du Japon en Côte d'Ivoire vient de faire don à la Commission nationale de lutte contre la prolifération des armes légères et de petit calibre, donc composées de machines de destruction d'armes et de matériel de marquage. Ce don vise à renforcer la sécurisation des sites de stockage d'armes et à mieux contrôler les armes en circulation. Abou Sanogo. Le Japon apporte son appui à la Côte d'Ivoire à travers le programme des Nations Unies pour le développement, et ce dans le cadre du renforcement de la sécurisation physique des sites de stockage d'armes. Un appui matérialisé par le don d'une machine de destruction d'armes et de matériel de marquage à la Commission nationale de lutte contre la prolifération des armes légères et de petit calibre, COMNAT ALPC. J'espère profondément que les équipements de destruction et de marquage d'armes remis aujourd'hui et fournis par le Japon permettront de développer davantage les activités de collecte et de gestion des armes en but de promouvoir la consolidation de la paix sociale en Côte d'Ivoire. Une cérémonie qui témoigne de la détermination du gouvernement ivoirien au renforcement de l'environnement sécuritaire par un meilleur contrôle des armes en circulation. Je tiens à vous saluer, à saluer votre pays et ses autorités et à vous dire combien nous apprécions les efforts du Japon à la Côte d'Ivoire pour le relèvement communautaire et pour le développement. Vous comprendrez que nous puissions être là nous-mêmes pour vous remercier et vous demander de continuer. La COMNAT ALPC a interpellé l'opinion nationale et internationale sur les dangers liés à la détention des armes illégales, obsolètes et non conformes aux recommandations de la Convention de la CEDEAO sur les armes légères et de petit calibre. Depuis la commémoration officielle de la Journée internationale de la destruction des armes légères le 12 juillet 2012, environ 8000 armes ont été détruites à la découpe avec l'appui de la communauté internationale. Une page religion à Djebonois, les chrétiens célestes ont célébré la fête mariale. Cette fête vise à renforcer les liens de fraternité entre les fidèles. Reportage Passoulé Salimata, commentaire Soro Corona. Chaque premier vendredi du mois de juillet, les fidèles de l'église du christianisme céleste consacrent leur temps à la célébration de la Vierge Marie. C'est l'occasion pour les fidèles de cette communauté religieuse de se retrouver dans leurs différentes paroisses afin de communier ensemble. Elle est également l'occasion de raffermir les liens de solidarité. L'histoire de la célébration du premier vendredi du mois de juillet remonte à une époque ancienne où la Vierge Marie aurait apparu à un pasteur céleste avec qui elle aurait communiqué que son nom soit désormais évoqué dans les lieux de culte. Revenant sur l'histoire de cette célébration, le supérieur évangéliste Kona Kwadjo Etienne a exhorté les fidèles à l'amour du prochain, gage de la paix et de la cohésion sociale. Ce culte est un culte annuel pour commémorer la Vierge Marie. Et faisant allusion aux noces de Canaan, elle a demandé à tous ceux qui étaient là de faire ce que son fils dira. Or, le Fils, c'est la paix. Jésus, c'est la paix. Et celui aussi qui procure la paix est enfant de Dieu. Voilà pourquoi nous pensons qu'à travers la Vierge aujourd'hui,
nos prières de paix monteront vers le Seigneur et seront exaucées et que la paix effectivement sera en Côte d'Ivoire. La fête mariale est célébrée par tous les fidèles du christianisme céleste du monde entier. L'évêque du diocèse de Katiola, Monseigneur Ignace Bessi Dogbo, célèbre ses 10 ans d'épiscopat. Une prise de soutane de 3 candidats et une messe de grâce ont constitué les temps forts de cette cérémonie religieuse. Reportage Ouattara Amadou Walter. Une procession, une prise de soutane de 3 candidats au presbytérat et une messe d'action de grâce ont marqué les noces d'éteint de Monseigneur Ignace Bessi Dogbo, évêque du diocèse de Katiola. Ces 10 années d'épiscopat représentent une étape importante dans la vie de l'Église catholique de Katiola. Au cours de cette décennie, la cathédrale Sainte Jeanne d'Arc a bénéficié de la réalisation d'œuvres spirituelles et infrastructurelles, notamment l'ordination de plusieurs prêtres, la pose de pavés, la construction de la grotte mariale et celle de la clôture. Cependant, l'évêque de Katiola juge ces actions insuffisantes. Les fidèles chrétiens doivent davantage se consacrer à l'autonomie financière du diocèse, a-t-il souhaité. Il faut que l'Église prenne un élan encore plus décisif vers l'autonomie qui est indispensable pour l'annonce de Jésus-Christ. À l'occasion de cet anniversaire, les fidèles chrétiens ont offert à l'évêque des présents composés en partie de vivres et de non-vivres. Le curé de la cathédrale Sainte Jeanne d'Arc a promis d'encourager ses coreligionnaires à mieux servir la communauté chrétienne. L'union fait la force et c'est cette communion qui fera que 5 francs plus 5 francs feront 10 francs. Et ainsi de suite, nous pourrons atteindre cette autonomie que nous recherchons pour notre Église. Né le 17 août 1961 à Abidjan, c'est après le séminaire d'Anyama que Monseigneur Ignace Bessi Dogbo fut ordonné prêtre de Jésus-Christ. Il dirige le diocèse de Katiola depuis le 4 juillet 2004. Le décor est planté. Monsieur Abondjo, je rappelle que vous êtes le secrétaire général de la CACI, la Cour d'arbitrage de Côte d'Ivoire, une institution dont on ne parle pas assez. Et justement, dans cet élément qui va suivre, notre reporter Francis Boifo nous invite à faire connaissance avec votre institution. Il revient sur le rôle et les missions de la CACI. La CACI, je le rappelle, est peu connue des Ivoiriens. Regardez. Je connais quand même la Cour commune de justice, mais la Cour d'arbitrage d'Abidjan, je ne la connais pas. Et la Cour d'arbitrage de Côte d'Ivoire, je sais qu'elle intervient dans le domaine de la justice, mais ce qu'elle fait, je ne sais pas. La Cour d'arbitrage de Côte d'Ivoire, CACI, est une institution judiciaire créée en 1997 par les responsables de la Chambre de commerce et d'industrie pour favoriser un environnement juridique et judiciaire apte à sécuriser les investissements nationaux et étrangers dans le pays. La CACI organise et propose aux opérateurs économiques et entreprises des procédures qui leur permettent de trouver une solution à leurs différends en dehors des institutions judiciaires. Toutefois, les décisions rendues par la CACI, située dans les locaux de la Chambre de commerce et d'industrie à Abidjan Plateau, ont la même valeur juridique que celles rendues par les tribunaux étatiques. Pour régler les litiges en affaires, la CACI propose son expertise aux parties en conflit, procède par arbitrage, la conciliation et la médiation. Selon les responsables de la Cour d'arbitrage de Côte d'Ivoire, les arbitres, les conciliateurs, les médiateurs et experts qui interviennent pour le compte de l'institution sont tous soumis à un strict code de conduite qui garantit leur impartialité et leur intégrité. Mais comment les acteurs de la Cour sont-ils rémunérés? Que gagnent les opérateurs économiques ou les entreprises qui sollicitent les services de la CACI? Comment saisit la Cour d'arbitrage de Côte d'Ivoire? Beaucoup de préoccupations soulevées par notre reporter, mais nous allons déjà commencer par ce premier constat après ce reportage. La CACI n'est pas très connue. Pourquoi, M. Abondjo? Oui, effectivement, la CACI n'est pas très connue par le grand public parce que jusqu'à présent, notre promotion n'était pas faite en direction de ce public-là. Mais je pense qu'il y a d'autres milieux qui nous connaissent un peu quand même. Vous n'êtes donc pas connu du grand public, mais dans d'autres milieux, vous êtes connu, lesquels? Oui, vous savez que la Cour d'arbitrage de Côte d'Ivoire est la fille de la Chambre de commerce. Et la Chambre de commerce, c'est la réunion de tout le secteur privé.
Donc la création de la CACI, c'était plutôt en direction donc, du secteur privé pour essayer de régler leurs litiges en dehors donc, des tribunaux. Et notre promotion a plutôt consisté donc à convaincre les opérateurs économiques et les sociétés de venir chez nous, parce que nous avions des services pour eux. Mais nous connaître, ce n'est pas l'essentiel. L'essentiel, c'est nous connaître et faire appel systématiquement donc, aux services que nous proposons. Parlant justement des services, quels sont ces services que vous offrez? Vous savez, oui ou bien vous ne savez pas, que la Cour d'arbitrage de Côte d'Ivoire, la CACI, a un centre de règlement des litiges. Je vais être un peu abusif sur les termes en disant que c'est un tribunal privé qui évolue et marche à côté des tribunaux publics qui sont les tribunaux étatiques. Donc nous proposons des procédures, notamment l'arbitrage et la médiation, aux opérateurs économiques ou même aux particuliers qui ont des différends et qui veulent les régler en dehors des juridictions étatiques. C'est dire que nous participons à l'œuvre de justice comme les tribunaux étatiques et les décisions qui sont rendues sous l'égide de la CACI ont la même valeur juridique que les décisions qui sont rendues devant les tribunaux étatiques. Donc les procédures que vous proposez organiser pour les parties sont essentiellement la médiation et l'arbitrage. C'est ce que vous avez dit tout à l'heure. Oui. Commençons déjà par la médiation. La médiation, qu'est-ce que c'est, M. Abondio? Il faut que les Ivoiriens s'intéressent de plus en plus à ce mode de règlement des litiges. La médiation est un mode amiable de règlement des litiges par opposition aux tribunaux ou bien à l'arbitrage, qui est un mode contentieux et juridictionnel de règlement. Dans le règlement amiable, vous voyez, il y a ami. C'est-à-dire qu'on entre en médiation fâchée et on sort ami. Donc la médiation est un mode de règlement où un tiers qui est le médiateur, qui est neutre, qui est impartial et qui est formé pour la médiation, rapproche deux parties qui sont en litige. Son rôle est exclusivement de favoriser la remise sur les rails du dialogue interrompu. Son rôle de médiateur est exclusivement un rôle de facilitateur, étant entendu que ce sont les parties eux-mêmes qui ont intérêt à ce qu'ils s'entendent, qui discutent et qui trouvent une solution au litige. C'est ça la médiation. Quelle est donc la valeur du procès verbal de transaction qui est signé sur place? Oui, quand un accord est trouvé, il y a un procès verbal de transaction qui est signé. Et ce qui est extraordinaire en médiation, c'est que ce procès verbal-là s'impose aux parties, puisque ce sont les deux parties qui ont discuté, qui ont négocié et qui ont décidé de faire donc des concessions réciproques pour que chacun sorte gagnant-gagnant. Donc, ce procès verbal s'impose à eux. Mais si, par exemple, une des parties voudrait faire preuve de mauvaise foi, l'autre partie a la possibilité de faire homologuer ce procès verbal devant le juge ou bien de le déposer au rang d'un notaire pour lui donner force exécutoire. L'avantage, c'est que vous avez passé peut-être une matinée, une journée ou bien 2 jours à trouver une solution et au bout du compte, vous pouvez avoir un procès verbal qui a force exécutoire comme un jugement. Je pense que c'est extraordinaire. Et après la médiation, qu'est-ce que l'arbitrage? L'arbitrage, par contre, est un mode juridictionnel de régler un litige. Là, les parties sollicitent un tribunal arbitral pour trancher une décision. Là, ce ne sont pas les deux parties qui vont s'arranger et trouver une solution. Ce sont les arbitres qui vont se réunir et qui, comme au tribunal, après un processus de dépôt de conclusion et de plaidoirie, les parties peuvent se faire accompagner par des avocats. Un tribunal composé de 1 ou 3 arbitres qui va définitivement trancher les litiges. La différence donc entre la médiation et l'arbitrage se situe à quel niveau? Bon, pour bien marquer la différence, je vais remonter dans l'Antiquité et dire que tout le monde sait que
le roi Salomon avait la réputation de rendre des décisions d'une sagesse quasi divine. C'est pour ça que tout son peuple donc défilait dans son palais pour que justice leur soit rendue. Donc un matin, alors qu'il tenait audience, il y a deux femmes qui arrivent et qui se discutent la maternité d'un bébé. Après avoir attentivement écouté, le roi Salomon demande de coucher le bébé et demande à ses gardes de lui donner un glaive. Il soulève le glaive et dit « Si vous ne vous arrangez pas, je tranche ». Je ne sais pas s'il allait trancher pour couper le bébé en deux ou bien alors s'il allait trancher le litige. Mais vous voyez déjà à cette époque-là, on demande à deux personnes de s'arranger. La décision viendra de ces personnes-là. Si vous n'y arrivez pas, ben, vous allez aller devant soit un arbitre, soit bien alors devant le tribunal pour qu'on tranche. Quand on tranche, il y a toujours des séquelles. Il y a toujours une partie qui n'est pas satisfaite et je pense qu'il vaut mieux toujours passer par la médiation parce que c'est vous-même qui trouvez votre solution alors que ce n'est pas bon que vous vous confiez à un arbitre ou à un juge pour rendre une décision. Quelle est donc la force de la sentence arbitrale? La sentence a autorité de choses jugées. Elle n'a pas la force exécutoire parce que les arbitres n'ont pas l'impérium. Ce sont les magistrats des tribunaux qui ont l'impérium. Et donc, si les arbitres tranchent et qu'une des parties ne veut pas s'exécuter, on va chercher la formule exécutoire chez le juge. On appelle cette petite procédure l'exéquature, mais enfin c'est une formalité. Hein. Le juge donc appose la formule exécutoire et vous allez exécuter donc la décision qui a été rendue par les arbitres. Mais ce qu'il faut préciser, c'est que cette décision n'est pas susceptible d'appel ni de pourvoi en cassation. Donc vous avez une décision qui est rapidement exécutoire. Que gagnent les opérateurs économiques ou les entreprises qui vous sollicitent le plus souvent? En médiation, ce que vous gagnez d'abord, c'est vous évitez les aléas judiciaires. Aléas judiciaires, ça veut dire aléa du coût, vous ne savez pas combien ça va coûter, aléa du temps, vous ne savez pas combien de temps ça va durer, et aléa dû à l'incertitude. On ne sait pas si la décision va vous être favorable ou pas, on ne sait pas si le droit va être bien dit ou pas. En médiation, c'est vous-même qui trouvez votre solution. Donc c'est bien. Et un autre avantage, c'est que, étant donné que ce sont des hommes d'affaires, ils ont tout intérêt à garder leurs relations d'affaires. Par la médiation, vous gardez toujours vos relations d'affaires parce que vous allez vous entendre pour trouver une solution. Et combien ça peut coûter? Combien ça coûte d'avoir recours à la CACI ou pour de médiation? En médiation, par exemple. Parce que le coût correspond à l'intérêt du litige. 10 millions, 50 millions, 100 millions, 500 millions. Le coût se détermine par rapport à l'intérêt du litige. Si, par exemple, deux opérateurs économiques viennent et disent l'intérêt de mon litige, de notre litige, c'est 50 millions, ils vont payer 1 million divisé par deux, puisque chacun intervient à concurrence de moitié, chacun va payer 500 000 et l'autre partie va payer 500 000. Le demandeur, on va ajouter 50 000 francs de plus pour frais de dossier, ça va faire 550 000 francs pour le demandeur et 500 000 francs pour l'autre partie. Je pense que pour un litige de 50 millions de francs, si on vous demande de payer 500 000 francs pour que vous ayez un accord en une matinée, en une journée ou bien en 2 journées, c'est attractif et c'est exceptionnel. Je pense qu'il faut vraiment s'intéresser donc à cette procédure. Monsieur Abondio, comment saisit-on la CACI pour terminer? La CACI est essentiellement consensuelle. Vous ne pouvez pas traîner votre adversaire à la CACI. Il faut que les deux parties soient d'accord pour que donc la CACI organise une procédure pour vous. Donc, ce qu'on conseille, c'est qu'au moment de la rédaction du contrat, il faut mettre des clauses saisissant déjà la CACI pour dire, en cas de difficulté, s'il y a un litige, nous aimerions que ce litige soit réglé par la procédure de médiation ou bien alors par la procédure d'arbitrage. Êtes-vous confiant pour l'avenir de la CACI? Très conscient parce que ça marche très fort ailleurs. Il n'y a aucune raison qu'ici en Côte d'Ivoire ça ne marche pas.
Merci, Monsieur le Secrétaire Général. Merci d'être venu sur notre plateau. Je rappelle que vous êtes le Secrétaire Général de la CACI, la Cour d'arbitrage de Côte d'Ivoire. Avec vous, nous avons parlé des nouveaux modes de règlement des litiges. Merci. Rappelons pour terminer que la finale du Mondial 2014, c'est ce soir à 19h. L'Argentine sera opposée à l'Allemagne. C'est la fin de ce 13h, supervisé par Adama Kone. Merci de votre fidélité.